J'ai trop d'appétit pour ce que je pèse. C'est vrai. C'est probablement au contraire de vous, non? C'est ça. Oui. Pour moi que je mange aussi. Et vous mangez beaucoup? Je mange énormément, oui. Et vous? Pas beaucoup, hein. J'aimerais bien, non, pas beaucoup. Non, mais je vois que le bouton, déjà, il tire ici. Voilà, c'est parce que je viens de manger, alors je tire. Voilà. Comme ça. Voilà, ça va. Oui. Alors, on voit que dans Repulsion, comment ça s'appelait en français? Répulsion? Répulsion. Oui. La femme qui n'aime pas les hommes, elle fait gâter la nourriture. Ah oui, elle n'aime pas. Ouais, ça c'est une chose intéressante que vous dites. Je n'ai pas pensé à ça. C'était plutôt instinctif. Mais d'autre part, je sais que les femmes qui aiment faire l'amour, disons, concrètement, aiment manger. Donc, quand vous amenez une femme au dîner et elle n'aime pas manger, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Alors vous croyez que la nourriture est très liée? Je crois que c'est le côté sensuel. Oui, je crois qu'on aime les choses de la vie ou on les aime pas. Oui. D'ailleurs, même Jésus-Christ, toujours quand il parle, c'est toujours après avoir mangé ou avant d'avoir mangé. Oui, c'est ça. Et quand il meurt, il laisse quoi? La nourriture, pour qu'on se rappelle de lui, non? Oui. Le pain, ça, oui. le vin. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça parce que les Grecs, agapé, c'est en même temps amour et en même temps nourriture. Ah, je ne savais pas. Oui. Je sais pas. L'agapé, c'est la nourriture, le manger, et en même temps, te agapo, ça veut dire je t'aime. Ah oui? Alors c'est très lié, quoi. Oui, en anglais, ça pourrait amener à certaines confusions. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, en portugais aussi, il faut que je vous dise. Aussi, oui. Oui. Vous avez vu, parlant de ça, vous avez vu La Grande Bouffe? J'ai vu La Grande Bouffe, bien sûr. Oui, ça vous a plu? Ça m'a plu à l'époque. Je ne sais pas si j'aimerais ce film, si j'aimais ce film aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et quand vous êtes sorti du cinéma, ça vous a donné envie de manger? Ah oui, énorme. Oui. Même après tout ça? Même après tout ça, oui. Rien ne peut gâcher mon envie de manger. Dites-moi, vous êtes un metteur en scène. Qu'est-ce qui vous plaît plus? De confondre ou d'expliquer? C'est intéressant ce que vous dites. De confondre. Parce que moi, personnellement, j'aime pas qu'on m'explique au cinéma quoi que ça soit. Vous savez, je présume donc que les spectateurs n'aiment pas non plus. On se sent inférieur quand on essaie de nous expliquer, de nous faire la morale ou de nous faire comprendre certaines choses, télégraphier les gags. Vous voyez, j'aime pas ça. J'aime bien découvrir au cinéma. Donc, si je confonds, je fais les gens découvrir, je les fais travailler un peu au cinéma, je fais travailler leur tête. Ils ont une satisfaction plus grande lorsqu'ils arrivent à comprendre à la fin. Mais quand vous voyez un film de Polanski, est-ce que je ne vois jamais déjà. Vous voyez jamais. Mais enfin, quand il finit, vous devez le voir au moins pour le editing, d'accord? Ah oui, mais ça c'est pas le film, c'est des morceaux, c'est de la cuisine. Oui, je sais, mais après que le film est prêt, est-ce que vous découvrez des choses que vous ne pensiez pas qui sont là? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. La raison pour laquelle je fais le cinéma, ce que je me rends compte maintenant en réfléchissant, en me posant des questions, pourquoi je fais le cinéma, pourquoi je fais certaines choses. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est un peu ce que j'ai envie de voir sur l'écran que je suis en train de faire. Qu'allant au cinéma, comme j'aime le cinéma, je vais souvent au cinéma, je suis un bon spectateur. En voyant des films, ça me donne envie d'en faire des films que j'aurais aimé voir en tant que spectateur. Donc, lorsque je me mets à faire un film, c'est comme si je faisais un peu la cuisine, vous voyez? Je suis en train de cuisiner.
Et je cuisine pendant longtemps, et je goûte tout, et quand le dîner est terminé, je ne suis plus capable de le manger. Je ne suis même pas capable de vous dire s'il est bon ou mauvais ce dîner. Il me faudrait de la perspective, il me faudrait un peu de recul. J'aurais bien aimé avoir une drogue magique qui pourrait me faire oublier mon film, une pilule que j'aurais avalée et me faire une projection le lendemain pour le redécouvrir. Mais une telle drogue, je ne la connais pas. Donc la seule drogue de ces gens, c'est le temps. C'est oublier un peu. C'est au bout de 5 ans ou plus, revoir le film et se dire qu'est-ce que c'est que ça, tout ça. Les premiers films que vous avez faits, quand vous les voyez maintenant... Mais quand je le vois maintenant, je me dis, voilà, un metteur en scène promettant. C'est exactement la même chose du grand chef qui fait les plats, mais après n'arrive plus. Mais oui, mais c'est ça. Faudrait, sauf, il n'a pas la possibilité de le remanger 5 ans plus tard. Il faudrait faire les mettre dans un frigo. Un frigo. Oui. Comment ça s'appelle cette méthode où on met les corps qui vont se réveiller d'ici 20 ans? Hibernation. Non, ça s'appelle crinogénie ou quelque chose comme ça. Crinogénie. Quelque chose dans ce goût-là. C'est en portugais, on dit hibernard, c'est-à-dire... Oui, comme Walt Disney, il paraît qu'il est sur glace. Oui, sur glace. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend des meilleurs temps. Mais est-ce que Mickey et Donald Duck, ils sont sur glace aussi? Non, ils n'ont pas besoin. Ils sont éternels? Ils sont heureusement éternels. Vous croyez que vous avez fait Frantic maintenant, que c'est typiquement un film de suspense. Quand je vois vos films, ça me passe toujours l'impression, d'ailleurs pour moi ce qui est le plus important, que vous vous amusez beaucoup quand vous êtes en train de filmer. Oui, mais c'est comme c'est ma passion, dont l'accomplissement de ce désir de faire quelque chose donne de la joie. Alors je m'amuse, en effet, et pour ça j'aime bien travailler avec l'équipe que j'aime. Et si autour de moi des gens avec qui j'ai déjà des rapports personnels, ça donne encore plus de joie sur le plateau. Il y a beaucoup d'humour quand on travaille et beaucoup de tension en même temps. Et pour justement diffuser, disons, l'humour est le meilleur moyen. Quiet in there, babe. Alfred, this way. Et dans tous vos films, même le plus... comment on dit, le plus dur, le plus difficile, on sent toujours... Il y avait un passage de garçon derrière. C'est vrai. Oui, c'est bon. On un garçon qui passe aqui no fundo. L'ange passe. Ah, voilà, l'ange passe. C'est votre mise en scène, ça, non? Non, je crois que c'est votre... Spontané, je pense. Mais on sent toujours le sens de l'humour, même dans vos travaux les plus sérieux, les plus... lourd, disons. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, vous savez. C'est fondamental. Malheureusement, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que même dans des moments les plus tragiques, les plus tristes, il y a des instants comiques. Et même à un funérail, même aux enterrements, quelqu'un qui glisse dans la boue. Il n'y a pas de pot de banane, mais il y a la boue souvent. Ça fait rire. Même l'enterrement, le tragique enterrement de mon père, qui est mort de cancer il y a 4 ans, il est mort à Paris. Il était à Paris. Ils sont venus me visiter, mon père et ma belle-mère, sa femme, avec qui il a vécu pendant presque 30 ans. Et il est mort à Paris de cancer. Et j'ai essayé de rapatrier ce dépouille à Cracovie. Je voulais l'enterrer à Cracovie. Alors je suis allé dans un
aux pompes funèbres. Et j'ai dit, comment on fait ça? J'ai aucune expérience. Vous savez, c'était juste après sa mort, j'étais dans un état épouvantable, indescriptible. Seulement quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans la souffrance telle que le cancer peut s'imaginer. Ils m'ont dit, oui, ça c'est facile, on va communiquer, on va appeler le Bongo tout de suite. J'ai dit, Bongo. Le Bongo, c'est la société polonaise qui s'occupe justement de ce genre de choses, des enterrements. Bongo, c'est B-O-N-G-I, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais je ne sais pas qui est le con qui a accepté cette espèce. On a transporté mon père ensuite par Bongo à Cracovie, et là je suis... ils ont une cave, un caveau familial sur un petit vieux cimetière. Alors je suis allé voir le fossoyeur le jour avant, qui était complètement saoul. Et il a dit, ah oui, bien sûr, il dit, je me rappelle, vous veniez ici, votre père, vous étiez petit comme ça. Je dis, bon, très bien. Le lendemain, il y avait l'enterrement et ma belle-mère qui était dans un état semi-comatose. On l'a emmenée dans cette petite chapelle où elle s'est assise en pleurant. Il y avait plein d'amis et tout ça. Et le fossoyeur vient, venez voir. Et il commence à m'amener pour me montrer qu'il a bien ouvert le trou. Et il tourne à droite, j'ai dit non, c'est là-bas. Je dis non, il dit c'est là. Je dis non, c'est là-bas. Je sais où c'est, je me souviens parce qu'il y a la grand-mère, la mère de ma belle-mère qui est là-bas. Il dit, oh la vache, il dit, je me suis trompé de Alors maintenant, il y avait l'alternative. Si on enterre mon père dans une autre tombe. Alors j'ai dit non, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Alors il dit, mais allez baratiner là-bas, moi je vais vite ouvrir l'autre. Je reviens là-dedans. Dans la petite chapelle où il y a ma belle-mère qui est complètement écroulée. Et là, il y a un type qui vient de Bongo, et il dit, non, encore bourré. En Pologne, tout le monde est complètement bourré. Et il commence à me dire, comment on va faire il a commencé à me parler de pourboire déjà. Et j'ai vu qu'il était encore complètement saoul. Alors ça m'a tellement... Et j'ai vu que tous ces types qui devaient porter le cercueil étaient complètement bourrés, sales, dans des uniformes dégueulasses. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Foutez-moi tous le camp. Je vais porter le cercueil avec mes amis. J'ai demandé à mes amis de m'aider. En effet, on portait mon père entre les amis. Mais comme j'avais pas d'expérience de ça, je suis plus petit que mes deux amis qui étaient vraiment très grands, là, derrière. Je choisis un petit comme moi, ici, et les trucs étaient comme ça. Et j'ai senti le corps qui a glissé à l'intérieur vers nous, vous voyez, et qui donc nous écrasait de plus en plus. Les deux autres, ils étaient... Tout est donné, c'était pas... Derrière, le plus haut, derrière. Vous voyez, bon, tout ça, je me suis un peu, peut-être... laissé emporter pour cette histoire, je ne l'ai jamais raconté à personne, vous savez. Mais ça m'a rappelé cette histoire, c'est pour ça que je perds de votre temps, qui est certainement... Mais non, ça c'est formidable. Mais c'est ça la vie, vous savez, il y a toujours du comique dans des moments les plus tragiques. Dans tous les moments, même les plus tragiques. Ça dépend bien sûr de la situation, du moment. Enfin, peut-être pas. Mais c'est toujours, comme ça. Mais je sais que même à l'hôpital, même dans des moments de deuil, c'est la vie est faite comme ça. Nous pensons qu'il ne faut pas rire. Et en fait, c'est peut-être... peut-être faut se retenir parfois. Je crois pas. Je crois que c'est la seule... C'est la plus valide manière d'être humain. C'est de rire. J'ai un ami qui avait perdu sa femme. Et alors, le médecin qui l'a traité, un très grand ami à moi, et alors lui qui était désespéré, il disait, je veux me tuer, je veux mourir. Le médecin lui a donné 2 pilules pour prendre
Oh, je veux mourir, non, prends ces pilules, les deux, oui, mais ça va pas me faire de mal. Alors il les a pris, il voulait mourir, mais il était très préoccupé avec sa santé. Et je crois que ça c'est peut-être la chose, je vois dans toutes les manifestations artistiques, l'humour est toujours fondamental, même dans la peinture, dans le théâtre, comme vision de monde. Mais il y a une théorie très sérieuse que peut guérir beaucoup de maux physiques. Moi, j'y crois. Moi, je crois. Il n'y a rien de mieux qu'un moment de gaieté. Et plus on rit, plus on est heureux. Ben, les gens qui rient, ce sont des gens heureux, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a je ne me rappelle plus son nom, un philosophe du Zen qui dit « Angels fly because they take themselves... » Angels fly, c'est pas le garçon qui... Non, c'est pas lui. « But they fly because they take themselves lightly. » Non, il ne faut pas se prendre au sérieux. Au sérieux. Ouais, faut pas se prendre... Et vous avez travaillé comme acteur dans Frantic? Non. Pas du tout? Pas du tout, non. Et votre coup? Et votre coup n'a pas travaillé? Mon coup, oui, dans la voiture. Oui, je ne sais pas qui a saisi ce truc. C'est pas de jouer, vraiment. On ne peut pas appeler ça conduire une voiture pendant 10 mètres. C'est pas le meilleur travail d'acteur que j'ai jamais fait. C'est plutôt un travail de chauffeur de taxi. Qui était nul et qui n'arrivait pas à s'arrêter sur une marque. Donc je lui dis, donne-moi ton chapeau. Je lui ai mis le chapeau, mais je ne pensais pas être reconnu. Et je pense que personne ne m'aurait reconnu si pas un certain, quelqu'un de la publicité a pensé que c'est peut-être une bonne chose de divulguer cela. Et combien de takes vous avez fait avant de prendre le volant? Plusieurs. Il n'arrivait pas à s'arrêter? Vous savez, je ne le blâme pas parce que c'est un truc pas tellement de chauffeurs de taxi que de cinéastes ou de stuntmen ou quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine et qui sait de quoi il s'agit, parce qu'il faut s'arrêter exactement à 1 millimètre près, disons à 2-3 cm près, la bonne distance pas seulement de la caméra, mais aussi du trottoir pour que ça soit bien cadré. Et puis il faut donner la pochette d'allumettes à Harrison Ford qui la prend, et puis il faut partir le plus rapidement possible. Il ne comprend pas, il décharge le passager, les bagages, il tourne son truc, c'est ça qu'il sait faire. C'était un chauffeur de taxi parisien? Oui, c'est un chauffeur. Avec la bonne humeur traditionnelle cette humeur est légendaire. Moi, je vous la donne. Et il s'est pas embêté quand vous l'avez fait sortir de la voiture? Ah non, on lui paye. Vous savez, quand on tourne un film, si on a des taxis dans la meilleure chose, si les taxis ne jouent pas dans plusieurs scènes, mais s'ils jouent dans une scène, on prend un vrai taxi, parce que ça ressemble à un vrai taxi, parce qu'il a déjà le blin de taxi, les lumières, tout cela, et le chauffeur dedans. C'est un vrai chauffeur de taxi. On dit, donc, la production s'arrange avec lui, on lui dit, tu mets ton maître, on va travailler pendant 5 heures, 8 heures, ou tout ça, bon, il s'en fout. Bon, pour lui, ce qui est important, c'est gagner son pain. D'ailleurs, quand je dis que votre coup a été vu au cinéma, il y a des gens qui ont ri ici, parce que coup, en portugais, c'est complètement différent du coup en français. Oui. C'est quoi alors? C'est le cul. Ah bon, c'est la partie basse? Voilà, c'est le contraire. Et le coup ça est comprend toute la partie d'ici en bas? Non, seulement en bas. Ah, seulement en bas, oui. Seulement en bas. Il y a des critiques qui ont fait une analogie de la scène de la douche de Frantic avec... Mais la douche, c'est en français, c'est pas en anglais, la douche. Non, c'est ça. Avec Hitchcock. Ah là là. Avec Hitchcock. Est-ce qu'il y a vraiment... Moi, je vois pas beaucoup de similarité. Non, inévitablement, si vous décidez de faire un film dans ce genre, c'est un genre particulier, ce genre de thriller, avec un monsieur suave,
hein, qui rencontre à la rencontre d'une ville assez sauvage, même sophistiquée, sauvage quand même. C'est le genre dans lequel Hitchcock était le maître, dont il était le maître. Donc la comparaison est inévitable, bien sûr. Et il y aura toujours des gens qui vont essayer de chercher des références à Hitchcock dedans. Et il y en a une en particulier, c'est quand la fille glisse sur le toit et Harrison l'attrape. Oui. On a fait ça comme un clin d'œil à Hitchcock, à North by Northwest. Oui. Mais je pense que le film est quand même bien différent dans son style, parce que Hitchcock... Il y a aussi la fille qui glisse sur le toit et quand elle tombe, il l'attrape. C'est Hitchcock qui copie Hitchcock. Oui. Il n'y a pas comment fuir de ce genre de... Non, je ne suis pas de ce genre, au contraire, cette comparaison me flatte plutôt. Évidemment. Harrison Ford, Frantic. Difficile de travailler avec un Américain à Paris? Un Américain comme Harrison Ford? Non, c'était extrêmement facile. C'était formidable de travailler avec ce type parce que il comprend tout. Il comprend pas seulement les problèmes d'acteurs, mais aussi de metteur en scène. Il pourrait mettre en scène, lui. I am an American and I am crazy. Vous êtes basiquement, enfin, je vous vois basiquement comme un acteur. Et Oui, un j'ai démarré metteur en comme scène acteur. génial. Mais je dis, vous savez tous les trucs, enfin tout, vous savez comment s'approcher de l'acteur parce que vous êtes basiquement un acteur. Enfin, Parce que je commençais comme acteur Évidemment. à 14 ans. vous continuez comme Je acteur. continue aussi moins fréquemment maintenant, mais disons, j'ai l'expérience qui me permet de comprendre pas mal de problèmes d'acteurs, aussi qui me permet de ne pas se faire embobiner. C'est ça le plus important. Oui. On voit que l'acteur dans vos films, ils font exactement ce que vous voulez. Parce que vous savez toutes les choses que l'acteur peut vous répondre. Non, ils peuvent pas Dis me ça, je sens pas ça comme ça. Quelle est la je suis motivation quelle est la motivation et tout ça. Le salaire, la motivation. C'est le salaire Oui. le plus important. Vous avez dit ça à un acteur déjà? Ah oui, souvent. Ouais, c'est cool. Quand il vous demande, Polanski, quelle est la motivation? Les salaires, mon fils. Votre salaire. Et comment, de vos films, dans vos films, en général, vous travaillez comme acteur? Rarement quand même. Oui, Dans- enfin, oui. Ouais, un dans sur trois, disons. Bal de Ah oui, dans Bal de vampire. Bal de vampire. Dans Locataire. Chinatown. Chinatown, vous avez mis le couteau. couteau. Ça c'est la scène peut-être qui m'a plus frappé dans le film, Oui. parce que je crois qu'il n'y a rien de plus sensible. Vous avez trouvé la partie du corps humain la plus sensible? Ah non, la deuxième. Je ne sais pas. Hein. Après, je le croyais aussi, mais après votre film, je crois que c'est ici. Ah oui. C'est terrible ça. Ça me fait de la peine. C'est un petit truc très simple, mais C'est terrible. ça impressionne, oui. Ça impressionne. Et puis dans un film comme Le Bal de Vampire, vous avez travaillé comme acteur dans le rôle principal du film pratiquement. Comment ça se fait? Comment vous faites pour faire les deux choses en même temps? Il y a un moment que vous préfériez être derrière la caméra, ou il y a un moment que vous préfériez être devant la caméra? Il est plus facile de mettre en scène lorsqu'on joue la comédie que de jouer la comédie lorsqu'on met en scène. Je ne sais pas si je suis clair. En faisant le metteur en scène et l'acteur en même temps, c'est le côté acteur qui est plus difficile, pas le côté metteur en scène. Parce que le metteur en scène, il met en scène, met en place certaines choses, indique des choses. L'acteur, il doit se concentrer. Vous êtes acteur, vous le savez, c'est la concentration et la relaxation en même temps. Il faut être complètement libre, hein, Oui. et il faut être concentré sur son Contracté et truc. concentré.
Oui, décontracté et concentré, exactement. Or, quand vous êtes metteur en scène, et au même temps, vous pensez à la lumière, aux marques, à l'interprétation de votre partenaire, toutes ces choses-là qu'il faut oublier quand vous jouez. Vous faites votre personnage fini. Alors vous pouvez faire ça pendant des répétitions, mais au moment où vous jouez votre scène, il faut l'oublier, et c'est dur de l'oublier. Mais c'est ça que je dis, c'est très dur. Parce que vous êtes là comme ça, vous parlez à un autre avec l'intensité, tout d'un coup vous voyez qu'il n'est pas sur sa marque, vous voyez, vous perdez votre concentration. Ça c'est dur. Je sais. Et puis tant d'autres problèmes, les répétitions des prises pour lesquelles on fait toujours des reproches en mettant en scène. Et là, vous êtes à la 15e et vous dites, bon, arrêtons, maintenant il faut que je me concentre. Ok, voilà, je suis prêt, bon, tout est prêt. Il y a les claps qui arrivent, on dit scène 120, prise 23. 23 Oh la vache, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, ça y est, c'est déjà foutu, vous voyez. Il y a plein de contraintes. Ça vous est jamais arrivé en train de travailler comme acteur et comme metteur en scène, de voir l'acteur devant vous dire son texte et de le répéter ça, au théâtre, ça arrive beaucoup quand vous mettez en scène. Alors vous voyez l'acteur qui parle et sans le vouloir, vous répétez ce qu'il dit. Ça, je fais pas, non. Bon, pour terminer, je voudrais demander quels sont les desserts, non? Les desserts, oui, un autre café. Non, mais un café, si, ok. C'est pas pour un cab. Je vais vous demander, quels sont les 3 meilleurs films, ou enfin, les 3 films qui vous plaisent le plus dans l'histoire du cinéma? Je sais que c'est une question idiote. C'est pas du tout idiot, mais pas du tout idiote. Pas du tout. Mon film préféré de tout le temps, c'est Citizen Kane. Oui. Ah, moi aussi. Et de beaucoup de cinéastes, de beaucoup d'artistes, parce que c'est vraiment formidable. Chaque fois quand je revois ce film, je me dis, mais peut-être maintenant ça va plus me plaire. Eh bien non, ça me plaît, c'est vraiment éternel ce film. Et quand on pense que c'était fait en 1940, quand les films d'Hollywood étaient tellement figés, tellement conventionnels, l'originalité de ces films, le réalisme et en même temps l'émotion, sont franchement universels et éternels. Un autre que j'adore, c'est 8,5. Fellini? Oui. Et puis j'ai un film personnel que moi j'admirais en ayant 14 ans ou 15 ans, qui m'a énormément influencé et que j'aime toujours, c'est Hamlet de Laurence Olivier. Oui, c'est fantastique. D'ailleurs, Laurence Olivier dit que Shakespeare, au fond, a écrit pour le cinéma. C'est possible, oui. C'est possible. S'il y avait le cinéma à l'époque, il serait certainement scénariste. Et le Macbeth, en scène. vous avez fait un Macbeth. Oui, je l'ai fait. Et Orson Welles. On vous appelle? Non, je crois que c'est pour vous. Et Orson Welles a fait un Macbeth. Aussi. Oui. Seulement, le Macbeth d'Orson Welles a été fait en 4 semaines, il paraît, ou 3 semaines. Oui, j'ai pas tellement aimé, hein. J'aime même pas du tout. Oui, c'est un film très lourd, très serré. Oui, avec de l'eau qui coule sur le mur, on dirait que le plombier a pas fait son boulot. Non, c'était pas bien. Non. Lady Macbeth aurait tué le plombier avant de tuer tout le reste. Oui, je crois. Mais vous avez fait un Macbeth très humain, très réaliste, au fond. Oui. Vous avez donné une nouvelle dimension. Mais je pense que Shakespeare essayait d'émouvoir quand il écrivait. Et aussi, il était très populaire. Oui, et c'est la révérence pendant des siècles qui a développé une tradition de jouer ces pièces d'une certaine manière qui n'est pas nécessairement celle qu'il a attendue, lui. Je pense que ses intentions étaient différentes. Pourquoi toujours cette vieille mégère en Lady Macbeth? Il n'y a rien qui indique ça dans la pièce. C'est plutôt une femme jeune, ambitieuse, séduisante, qui puisse avoir cette influence maléfique sur son mari. Le mari, ce Macbeth, pourquoi ça doit être un monstre? C'était un jeune guerrier qui était favori du roi,
De toute façon, les gens mouraient à cette époque à 35 Très ans, facilement, à 40 oui. ans, surtout les guerriers. Vous voyez, il n'y a rien qui indique que ça doit être un couple de vieux schnouks, vous voyez, qui sont embobinés dans leur plan de crime. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de montrer un couple jeune et ambitieux. Non, c'est vrai. Et puis aussi, si Shakespeare n'était pas populaire à l'époque, il ne serait pas un classique, il serait un académique, quoi. Il serait Oui, un truc, exactement. Ça est devenu trop académique, trop figé, trop ennuyé. Seuls sont les Anglais qui ont un peu moins de révérence vis-à-vis de Shakespeare. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise et ils osent. Ce qui d'ailleurs est beaucoup. étrange, ils osent Oui, beaucoup plus ils que osent les beaucoup autres. plus que les autres, oui. Les autres, ils ont peur de commettre un sacrilège. C'est ça. Et quel est le... vous m'avez dit les 3 meilleurs films, le film qui vous plaise le plus. Mon film qui me plaise le plus, pas le meilleur. Non, évidemment, c'est le meilleur pour vous, Oui, le c'est meilleur relatif. pour moi aussi. Moi, je crois que le Citizen Kane aussi, c'est un film superbe. D'ailleurs, la première fois, il y avait un moment où Orson Welles n'était plus bon. On voyait le critique quand il mettait les 10 meilleurs films déjà faits. Citizen Kane n'était pas là. Après, les Européens ont redécouvert. Oui. Et quels sont les 3 pires films que vous avez vus? Oh là là, 3 pires, ça C'est plus difficile. Non, oui, il y a parfois de tellement mauvais, mais parfois, chaque fois quand je vois un mauvais film, je me dis c'est le pire. Hein. Ouais, et puis il y a encore, je crois qu'il n'y a pas fin, mais il y a certains films qui sont épouvantables. J'aimerais bien pouvoir me rappeler maintenant, mais j'arrive pas. Ça Mais disons, des films qui sont considérés... Ça doit être psychologique, ça doit être vraiment que j'essaye d'oublier, parce que un mauvais film, pour moi, c'est une vraie torture. Et vous le voyez jusqu'à la fin? Ah non, jamais. Jamais? Non, je sors tout de suite, je cours. Vraiment, je cours. C'est pour ça que j'ai peur d'aller au théâtre, parce qu'on se fait coincer. Une mauvaise pièce, c'est aussi dur. C'est pour ça que je vais très rarement, presque jamais aux projections privées. Parce que d'abord, on ne peut pas sortir. Et après, quand on sort, on vous dit, alors, comment est-ce cher ami? Et qu'est-ce que vous dites? Comment allez-vous et la santé? Vous savez, il y a des phrases comme ça qu'il faut connaître. Je ne sais pas, quand on voit un très mauvais acteur, on est obligé de le voir derrière dans les coulisses. À mon avis, la meilleure phrase, c'est « t'as jamais été mieux ». Qui est absolument la vérité. Et en même temps, ça veut rien, c'est terrible. Merci beaucoup, Romain. Merci. Je m'excuse d'avoir pris tellement votre temps. Non, mais c'était vraiment très agréable. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. ZYB 867 TVS Canal 5 de Ribeirão Preto. Amanhã, às 8h15 da noite, mais uma viagem pelo tempo em Voyagers, com o episódio Agentes de Satã. Assista agora Notícias de Primeira Página. E logo após, Perfil com Otávio Mesquita.